Bonsoir et bienvenue pour 1h30 d'information sur Public Sénat. Dans un instant, le journal, le président de l'UNEDIC, l'assurance chômage, Gabi Bonan, sera notre invité. 18h30, Europe Hebdo, la présence européenne en Afghanistan avec le député européen Dominique Baudis. Et 19h, Parole du monde avec le témoignage d'Hamid Nasser, écrivain irakien. Cela à quelques jours des élections législatives en Irak. Tout de suite le 18h. Les titres de cette édition, l'image du jour, Nicolas Sarkozy et le président rwandais Paul Kagame côte à côte. Une page se tourne dans les relations entre Paris et Kigali. Le chef de l'État français reconnaît de graves erreurs de la France dans le génocide rwandais. On en parlera avec Jean-Bernard Raymond, l'ancien ministre des Affaires étrangères, et l'écrivaine rwandaise Scholastique Mukasanga. Plusieurs centaines de millions d'euros débloqués pour les chômeurs en fin de droit. L'État et l'UNEDIC mettent la main à la poche. Et puis le nouveau rebondissement dans le dossier Heuliez. Le ministre de l'Industrie annonce avoir trouvé un investisseur turc prêt à mettre 20 millions d'euros pour sauver l'équipementier du dépôt de bilan. Il y a 25 ans qu'un président français n'avait pas fait le voyage de Kigali. Nicolas Sarkozy a passé quelques heures au Rwanda pour sceller la réconciliation avec la France. Pas d'excuses ou de repentance comme certains le réclamaient, mais une reconnaissance des graves erreurs de la France lors du génocide des Tutsis en 1994. On écoute le chef de l'État. Et ce qui s'est passé ici oblige la communauté internationale, dont la France, à réfléchir à ces erreurs qui l'ont empêché de prévenir et d'arrêter ce crime épouvantable. Des erreurs d'appréciation, des erreurs politiques ont été commises ici et elles ont eu des conséquences absolument dramatiques. Et le président rwandais a annoncé à cette occasion qu'il participera au prochain sommet France-Afrique le 31 mai à Nice. En France, encore un espoir de la dernière heure pour l'équipementier automobile Heuliez. Christian Estrosi, le ministre de l'Industrie, vient d'annoncer la possible venue d'un investisseur turc. Il serait prêt à mettre 20 millions d'euros dans l'affaire. En ligne avec nous, Paul Sansfourche, notre envoyé spécial à Cerizay, dans les Deux-Sèvres, le siège d'Heuliez. Vous étiez ce matin avec les syndicats quand ils ont appris la nouvelle. Bonsoir Paul. Bonsoir. Comment ont-ils réagi ? Eh bien écoutez, c'est une réaction assez mitigée sur le terrain. En fait, quelques heures auparavant l'annonce de Christian Estrosi, les responsables syndicaux savaient que le ministre allait s'exprimer, mais ils ne connaissaient pas vraiment la teneur de cette annonce. Ils l'ont donc appris par voie de presse et leur réaction a été plutôt prudente, pas de soulagement général. Après l'échec de la reprise par la société PKC et le retrait de la Massif il y a 2 jours, ils attendent de connaître le nom de cet éventuel repreneur et ils attendent surtout des garanties financières solides afin d'éviter une nouvelle fois pour les 600 salariés qui craignent pour leur emploi, des salariés avec qui justement j'ai eu l'occasion de discuter. En caméra, certains racontent des conditions de travail qui se sont beaucoup dégradées ces dernières semaines, entre chômage partiel et prise de bec avec la direction. Certains salariés sont littéralement à bout et l'annonce de Christian Estrosi de cet après-midi n'a pas suffi pour redonner le sourire à un personnel plutôt désabusé. Voilà, on vous entendait pas très bien, Paul, mais on vous retrouvera ce soir à travers le reportage que vous avez réalisé. Ce sera dans l'édition de 22h avec Sonia Mabrouk. Membre du Conseil constitutionnel, patron de groupe public, les nominations par le chef de l'État se feront désormais sous le regard du Parlement. Le Sénat a validé aujourd'hui les dispositions qui mettent en pratique le nouvel article 13 de la Constitution. Un droit de veto, mais tout de même très théorique. Bérangère Dinglas. Henri Proglio à EDF, Guillaume Pépi à la SNCF ou encore Jean Lucas à Radio France, des choix parfois contestés. Avec la nouvelle procédure adoptée par le Sénat, les principales nominations présidentielles seront désormais soumises à l'avis des parlementaires. Et si les socialistes ont obtenu que l'audition précédant le vote des assemblées soit rendue publique, ils restent sceptiques. C'est un petit progrès,
Mais en même temps, c'est un leurre, parce que les conditions dans lesquelles le Parlement peut s'opposer au projet de nomination du président de la République sont telles qu'il faudrait un veto négatif aux 3/5, que ce veto ne sera jamais atteint. Mais c'est quand même un progrès que l'on puisse auditionner. Le médiateur de la République, le président du CSA, le gouverneur de la Banque de France, 48 postes sont concernés, soit un quart des nominations du président de la République, les plus politiques. Et pour les sénateurs UMP, même si le veto des 3/5 des parlementaires a peu de chances de se réaliser un jour, il s'agit quand même d'un vrai progrès. Le seul fait qu'il y ait un avis public fera qu'on évitera des candidats dont la compétence ne serait pas la qualité première. La procédure concerne aussi les nominations au Conseil constitutionnel. Les auditions de Michel Charasse et Hubert Haenel hier en ont donné un aperçu. La prochaine fois, les prestations des futurs sages seront sanctionnées par un vote. 5 années de débat pour faire adopter une mesure qui concerne tout le monde. Il faudra bientôt s'équiper chez soi de détecteurs de fumée. La loi a été définitivement votée par le Sénat. Explication avec Raphaël Pellegrino. 5 morts, 15 blessés, c'était au matin du dernier Nouvel An à Nîmes. Un incendie accidentel décimait toute une famille. Pour éviter ce genre de catastrophe, une solution simple et économique, le détecteur de fumée. L'objectif du détecteur, c'est immédiatement dès qu'il y a la présence d'une fumée à cause d'un départ d'incendie, c'est de pouvoir faire du bruit pour prévenir les gens, notamment dans leur sommeil. Donc si les gens ne sont pas prévenus alors qu'ils sont en train de dormir, ils vont être intoxiqués par les fumées. Donc de ce côté-là, le détecteur de fumée sauve des vies. En Angleterre et dans les pays nordiques où ces dispositions légales existent déjà, le taux d'équipement est passé en 20 ans de 5 à 85%, pour un résultat particulièrement convaincant. Nous partons d'un chiffre de 800 morts par an. Les Anglais, avec ce type d'équipement, sur 20 ans, ils ont réussi à diminuer de plus de la moitié. Donc on peut raisonnablement espérer qu'on va gagner 400 vies par an. Pour 2015, tout logement devra être équipé. Obligation sera faite d'en apporter la preuve à l'assureur. Cette installation sera à la charge de l'occupant, locataire ou propriétaire. Il en coûtera en moyenne 20 € pour un détecteur que vous pourrez vous procurer dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Faites vos jeux. Le Sénat a adopté la nuit dernière la loi qui légalise les sites de jeux en ligne, paris sportifs et poker. Les opérateurs sont sur les starting blocks pour débouler sur ce marché qui pourrait atteindre 2 milliards d'euros. Élisée Cardi. Le Sénat a adopté. Une discussion plus rapide que prévu. Au final, le texte est adopté hier soir avec une majorité confortable. Et la séance est levée. Large. Malgré le fait qu'il y a, ça a autorisé des votes contre au sein de l'UMP, un vote contre et 5 abstentions chez les centristes. Donc, si vous voulez, les gens étaient parfaits. Je vous l'avais dit, les gens étaient libres. Libre mais discipliné, 180 voix pour, 140 contre. L'opposition a vainement tenté de faire passer des amendements pour maintenir le monopole actuel sur les jeux d'argent. Rien n'y a fait. Le gouvernement voulait aller vite, pour être prêt pour la Coupe du Monde de football. C'est un peu dommage de constater que la loi aujourd'hui se fait sous la pression de l'événement et en fait c'est la fièvre du jeu qui vient peser sur l'activité du législateur. Et ça c'est pire que tout. Au final, le Sénat a peu modifié le texte du projet de loi. Il a renforcé l'indépendance de l'Argel, l'autorité qui sera créée pour réguler les jeux d'argent. Il a autorisé aussi les cartes prépayées pour jouer sur Internet. Beaucoup de gens nous ont suivis, j'en suis content parce que c'est un travail très lourd et très approfondi qu'on a réalisé. Maintenant, il faut l'assembler, et puis il faut les décrets, il faut créer l'autorité, il faut agréer, lancer le cahier des charges, agréer les opérateurs, voilà, et après les laisser travailler et contrôler tout ça. La loi retournera donc à l'Assemblée nationale le 30 mars. Restera ensuite à obtenir le feu vert de l'Union européenne, du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel s'il était saisi, ce qui est fort possible. François Fillon, il l'a dit cet après-midi, voit le chômage augmenter jusqu'à la mi-2010. Les derniers chiffres, vous le savez, sont mauvais. On s'inquiète pour le chômage de longue durée. Le gouvernement et l'UNEDIC, l'assurance chômage, se sont mis d'accord pour débloquer plusieurs centaines de millions d'euros pour les chômeurs en fin de droit. On en parle tout de suite avec Gaby Bonan, le président de l'UNEDIC. Bonsoir Gaby Bonan. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national de la CFDT et tout récemment élu président de l'UNEDIC avec ce dossier, premier gros dossier pour vous, les chômeurs en fin de droit.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a annoncé Laurent Wauquiez ce matin, un effort conjoint État, assurance chômage pour venir en aide aux chômeurs en fin de droit? Alors je voudrais rappeler que les organisations syndicales et les organisations patronales se sont rencontrées samedi dernier et ont acté leur accord pour que l'UNEDIC participe avec l'État à des actions précises en direction des chômeurs en fin de droit et particulièrement pour ceux qui sont en chômage de plus longue durée et qui vont voir leurs indemnités se terminer, et pour que l'on fasse des actions qui allient à la fois indemnité et dispositifs d'accompagnement vers l'emploi. Alors Laurent Wauquiez parle de plusieurs centaines de millions d'euros. Vous êtes d'accord avec le montant ? Le montant est assez vague. Ce qu'il faudrait que M. Wauquiez fasse très rapidement, c'est qu'il nous fixe la date à laquelle il va rencontrer l'ensemble des organisations syndicales et des organisations patronales. Cette date devrait être fixée donc au courant de la semaine prochaine. À cette rencontre-là doit être fait un véritable diagnostic pour savoir combien de personnes pourraient être concernées par les actions. On dit 350 000, 400 000 personnes en fin de droit qui se retrouvent dans une situation périlleuse. Vous êtes d'accord avec ce chiffre ? Écoutez, les chiffres demandent à être précisés parce que qu'est-ce qu'on entend par situation périlleuse pour Ceux nous qui n'ont plus droit non plus aux allocations de solidarité nationale. Oui, mais je voudrais préciser des choses là-dessus parce que, par exemple, aujourd'hui, pour bénéficier de l'allocation spécifique de solidarité, il ne faut pas que le revenu du couple dépasse 1 600 €. Imaginons un couple qui a, dont un des conjoints gagne 1 600 €. L'autre conjoint qui est au chômage a 1 000 €. Et ça leur fait 2 600. Eh bien, à la fin de l'indemnité, le couple se retrouve avec seulement 1 600 € pour un ménage. Est-ce que ce sont des situations qui ne nécessitent pas quand même des aménagements, parce qu'on ne peut pas dire qu'à 1 600 €, quand on a une chute aussi brutale du revenu, on ne peut pas dire que ce soit une situation brillante. Alors, combien l'UNEDIC peut dégager pour améliorer cette situation? Alors, d'une part, l'UNEDIC est endettée. Il faut savoir, puisqu'elle a 5,5 milliards de déficit cumulé. De déficit cumulé. Sachant que quand on prolonge les lignes, fin 2010, ça sera 10 milliards. Donc il est hors de question que l'UNEDIC vienne aussi gréver fortement ses finances. Donc c'est évident que les sommes qui seront mises vont avoir des conséquences sur les échéances des emprunts qu'on est obligé de faire. C'est pour ça que que les partenaires sociaux sont très clairs. Ils veulent cofinancer des actions qui seront essentiellement en direction des chômeurs longue durée. C'est-à-dire pas de tous les gens qui vont être en fin de droit, parce que l'État doit aussi prendre ses responsabilités pour les autres. L'effort que l'UNEDIC doit faire n'est pas forcément égal à celui de l'État. L'État doit beaucoup plus faire. Vous diriez quoi? Quel ordre de grandeur? Il y a deux tiers, un tiers, Écoutez, 3 quarts, un quart. Essayez d'être un tout petit peu concret. Moi, le ministre est resté vague. Je ne serai pas plus précis que lui. Je veux simplement dire que les fins de droit à l'indemnité chômage sont le résultante de 1985-84 où le régime a été coupé en deux. Il y a un régime indemnitaire financé par les cotisations, les entreprises et les salariés, et un régime d'État. À l'époque, quand il était mis en place, l'UNEDIC indemnisait 49,5% des chômeurs. L'État en indemnisait avec les ASS 13,2%. Aujourd'hui, on a progressé avec l'UNEDIC, on est à un peu plus de 50%. Par contre, la participation d'État est en dessous de 10%. Bon, donc, ça veut dire qu'il faut que l'État paye plus. Il faut que l'État paye plus, et notamment pour les jeunes de moins de 25 ans auxquels il faut avoir le RSA, et il faut aussi assouplir les règles de l'allocation spécifique solidarité. Par exemple, aujourd'hui, il faut 5 ans dans les 10 dernières années pour bénéficier de l'ASS, 5 ans de travail. Si on baisse à 3 ans, on fait rentrer 175 000 chômeurs de plus dans le dispositif. Donc ça, ce sont vos propositions pour l'État. Vous-même, vous ferez un effort. Est-ce que cet effort qui va donc impliquer de l'endettement supplémentaire, c'est ce que vous nous avez dit, de la part de l'UNEDIC, ou du moins un endettement, ou du moins un recul dans l'échéance des remboursements d'emprunts? Oui. Est-ce que ça peut à terme aussi remettre en cause les nouvelles conditions d'indemnisation des chômeurs
telles qu'elles ont été décidées il y a pas très longtemps, hein, que c'est entré en vigueur. Pour la CNDT en tous les cas, certainement pas. Nous aurons l'occasion. On ne remet pas du tout en cause l'indemnisation. Les négociations, la convention va jusqu'au 1er avril 2011. Jusqu'au 1er avril 2011, on ne touche pas. On ne touche pas. Donc les nouvelles règles qui font qu'on est indemnisé un peu plus tôt quand on a travaillé, etc. Tout ça, on ne touche pas, même s'il faut faire cet effort supplémentaire. Tout à fait. Et on verra dans la négociation qui va s'ouvrir après l'été ce qu'il faudra toucher éventuellement pour la nouvelle convention. Alors, mars, ce sera mis en place pour mars, comme le veut Laurent Wauquiez. Il faut que ce soit vite mis en place, parce que les chômeurs de fin de droit, ça n'existe pas que d'aujourd'hui. Donc il y a des gens qui attendent, et il faut tout de suite prendre des dispositions. Un tout dernier mot, Gaby Bonan, ordre de grandeur. Hein, c'est en centaines de millions d'euros. L'effort spécifique de l'UNEDIC, c'est... Écoutez, je préfère ne pas m'avancer sur les chiffres. Le ministre n'a pas dévoilé ces chiffres. Il nous faut un diagnostic plus précis. En tous les cas, les partenaires sociaux ont considéré que l'effort devait être substantiel. Effort substantiel, y compris de la part donc de l'UNEDIC. Merci à vous. Merci. Gaby Bonan, nouveau président de l'UNEDIC, d'avoir été avec nous. Tout de suite, le débat, un tout autre sujet, la visite historique de Nicolas Sarkozy au Rwanda. La visite de Nicolas Sarkozy tourne-t-elle une page sombre, ambiguë des relations entre la France et le Rwanda? Avant d'en parler, retour sur les événements tragiques de 1994 où le rôle de la France est mis en cause. Attention, certaines images sont difficiles. Alexandra Colino. Printemps 1994, 800 000 Tutsis et Hutus modérés sont massacrés au Rwanda. Le pays, aux 1000 collines, est victime de l'un des génocides les plus violents et les plus rapides de l'histoire. Depuis, entre la France et le Rwanda, c'est 16 ans de brouille et 3 ans de rupture diplomatique. D'abord parce que depuis 1994, le Rwanda accuse la France d'avoir été complice du génocide. Puis c'est un long contentieux juridique qui s'est joué entre les deux pays. En novembre 2006, le juge Bruguière signe 9 mandats d'arrêt contre les proches de Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda. Le juge les soupçonne d'avoir organisé l'attentat contre l'ancien président Juvenal Habyarimana. C'est cet attentat qui a donné le coup d'envoi du génocide. En réponse, le pays rompt immédiatement les relations diplomatiques avec la France. 2 ans après, le Rwanda riposte en publiant un rapport mettant en cause une trentaine de chefs politiques et militaires français de l'époque pour avoir participé à l'exécution du génocide. Du côté français, dès son élection, Nicolas Sarkozy a cherché à désamorcer ce champ de mine judiciaire. En 2007 et 2008, il rencontre par 2 fois Paul Kagame. Puis, entre 2008 et 2010, c'est Bernard Kouchner qui se rend sur place à 3 reprises. Enfin, novembre 2009, Claude Guéant fait un déplacement éclair mais décisif à Kigali. Depuis, les relations diplomatiques sont officiellement rétablies entre la France et le Rwanda. Avec nous donc Scholastique Mukasonga, bonsoir. Vous êtes écrivain d'origine rwandaise, vous vivez en France, vous avez été marqué, très marqué, votre famille, par les événements et vous publiez Igifu, nouvelle rwandaise, aux éditions Gallimard. C'est votre dernier livre. Et Jean-Bernard Raymond, ancien ministre des Affaires étrangères, ambassadeur de France. Vous avez fait partie en 1998 de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur le Rwanda, la mission Kiles, qui avait, ça a été assez polémique d'ailleurs à l'époque, assez largement disculpé la France. C'était une grosse mission. Une grosse mission de ses responsabilités dans le génocide rwandais. D'abord, Scholastique Mukasonga, votre famille, vous avez été envoyé au Burundi pour vous protéger. Elle a été décimée par le génocide. Que ressentez-vous personnellement après cette visite de Nicolas Sarkozy et cette rencontre avec le président du Rwanda? Nous attendions ce moment depuis 16 ans. C'est historique, c'est une journée historique. C'est 3 heures, mais c'est énorme pour nous. Pour moi, c'est un début. Nous sommes dans un contexte très grave, très douloureux. Je pense que ce qui a été dit aujourd'hui par M. Sarkozy, c'est très important. Les erreurs reconnues de la France. Oui, c'est très important. Je ne pense pas que ce n'est pas le temps d'exiger
c'est vrai, on attend depuis très longtemps, depuis le génocide, nous les survivants, les rescapés, on attend la reconnaissance des responsabilités de la politique française. Je dis bien de la politique française parce que le peuple français est innocent. Voilà. Alors là, pour vous, c'est une étape, c'est un premier pas, et vous le prenez comme tel, comme quelque chose qui peut marquer une nouvelle page dans les relations entre la France et le Rwanda. Je retiens, excusez-moi, je retiens que tout à l'heure, M. Sarkozy l'a dit, ce sont de graves erreurs. La communauté internationale doit réfléchir. Je souligne justement que c'est une étape qui permet, j'espère, de réfléchir et d'aller plus loin. Alors Jean-Bernard Raymond, Nicolas Sarkozy n'a pas prononcé le mot excuse, mais il reconnaît de graves erreurs. Vous approuvez ce tournant, malgré tout? J'approuve sans réserve l'initiative et la responsabilité qu'a prise le président Sarkozy sur une affaire qui est très complexe historiquement. Très compliquée. Très complexe. Moi j'ai participé donc avec d'autres députés, d'autres parlementaires à cette mission. Cette mission qui avait été un peu critiquée à l'époque, même beaucoup critiquée, on l'a trouvée trop timorée. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est allée le plus loin possible dans des recherches. Je me souviens très bien que le rapporteur, il y a un des rapporteurs qui est Bernard Cazeneuve, je me rappelle très bien à la fin de tous les travaux, sur un point particulier, et qui est les responsabilités dans l'accident d'avion, si vous voulez, du président Abiyarimana, qui s'est passé à Kigali, n'est-ce pas? Et qui a été le moment déclencheur. Hein. Oui, chronologiquement, ça a déclenché les massacres. Les massacres contre les Tutsis. Donc, ça a déclenché le génocide. Mais historiquement, on n'a jamais trouvé les responsabilités. Bon. Mais à mon avis, c'est pour ça que je pense que c'est un des éléments de la complexité du problème. Oui, mais surtout, ce dont il faut se souvenir, c'est qu'il y avait une passivité internationale considérable, même des Nations Unies. Pas seulement au Rwanda. Si vous regardiez ce qui s'est passé dans les Balkans, dans les mêmes années, entre 91 et 99, vous trouverez la même passivité des Nations Unies. Et si vous prenez c'est simplement, là, je suis pas en train je conteste pas ce que vous avez dit, je ne pas du tout cela, mais j'ai regardé la lettre que Édouard Balladur a écrite comme Premier ministre au président de la République, François Mitterrand, puisqu'on était en cohabitation, pour proposer et expliquer la mission turquoise. Il s'entoure de précautions, et surtout l'essentiel, c'est que M. Balladur dit il doit y avoir une mission des Nations Unies dans cette affaire. D'abord, la mission qui est française, qui est arrivée une fois que le génocide avait commencé, hein, pour essayer d'arrêter les choses. Oui, mais les grands massacres, c'est après. C'est pour ça qu'on est intervenu à ce moment-là, pour essayer de limiter les massacres. Et Balladur dit je ne suis pas sûr que la mission des Nations Unies arrive, et je ne suis pas sûr qu'elle n'arrive pas en retard. Ouais. Il souligne bien le fait que la France a été mise en exergue, en quelque sorte, du fait de sa présence, évidemment, au Rwanda. Hein, mais qu'il y a aussi d'autres responsabilités internationales. Il y a une responsabilité internationale, une facilité internationale. Scolastique Mukasonga, est-ce que pour vous, c'est aussi un élément qui peut maintenant déclencher que la France soit plus active pour juger ceux qui ont participé au génocide et qui sont, pour certains, réfugiés en France? C'est ce que je crois avoir entendu de la part de M. Sarkozy, disant qu'il faudra poursuivre les auteurs du génocide. Il faudra les poursuivre, les punir et les juger. Seulement, il a bien souligné que la justice en France est indépendante. Il est vrai qu'il faut se rappeler ce qui s'est passé en novembre 2006. C'est là où il y a eu comment on dit, interruption des relations diplomatiques entre le Rwanda et la France. Qui ont été rétablies, mais récemment. Oui, ça vient de se rétablir en novembre, le 29 novembre exactement 2009. Et c'était suite
aux poursuites par le juge Jean-Louis Bruguière, qui en effet a accusé 9 membres, 9 proches de Kagame d'être auteurs de l'attentat de l'avion du président Habyarimana. Et c'est vrai que vous dites que l'attentat de Habyarimana, donc le fait qu'on a justement qu'il a été tué dans cet attentat, que ça a déclenché le génocide. Mais je ne dirais pas, c'était un signal. Le génocide et la préparation du génocide était déjà là. Ça, c'est un signal. Moi, je viens d'une région de Nyamata. Je l'écris dans mon premier livre, Inyenzi ou les cafards. Il y a toujours eu des mini-génocides. Il y a eu toujours des massacres. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, de toute façon, ce qui a été différent en 2004, plutôt en 1994, c'est que cette fois-ci, c'était l'extermination totale. C'est-à-dire que nous, on ne connaissait pas le mot technique génocide, c'est-à-dire l'extermination totale, c'est génocide. Mais le génocide, il était déjà préparé. Parce qu'il y avait des listes. Quand vous avez fait le rapport qui laisse justement, nous avions espéré que justement, ça allait mettre à jour justement ce qui a été la préparation du génocide. Voilà, parce et qui existait pendant toute cette période d'influence et de présence française, il faut bien le dire, Jean-Bernard Raymond. Il faut distinguer l'attentat de Habyarimana, qui a été tué. C'était parce que l'armée française était présente, là en effet. Et dans toute l'histoire de l'Afrique, enfin, pas seulement de l'Afrique, mais lorsque vous avez une armée qui est présente comme cela, ça pose beaucoup de problèmes d'interprétation après. Hein, et donc, on peut pas en tirer non plus la conclusion que l'armée française était là pour soutenir le génocide, n'est-ce pas? Et donc, je partage votre avis, n'est-ce pas, que c'était simplement un signal. Simplement, ce que je voulais rappeler, parce que je me souviens encore, très précisément, mais c'est un débat, si vous voulez, c'est pour dire que les choses étaient sérieusement faites et qu'on n'a jamais... les déclarations de Bruguière, pour moi c'est nouveau, parce qu'à l'époque on ne pouvait pas faire ces déclarations-là, dans le rapport. Personne ne fait ces déclarations. Voilà, on esquisse, mais en tout cas ce que je comprends, c'est que c'est un signal important aujourd'hui. Igifou, c'est votre dernier livre, qu'est-ce que ça veut dire, l'Igifou? Igifou, c'est la faim. C'est le ventre insatiable qui tenaille les exilés de Nyamata, qui sont en proie à la famine. Donc, Igifou, la narratrice, c'est Colomba, se souvient qu'à l'âge de 5-6 ans, donc la faim l'avait conduite jusqu'aux visions lumineuses qui précèdent la mort. Seulement, elle se pose la question après, parce qu'elle devient survivante du génocide. Et ça, on le découvre dans votre livre. L'Igifou, Scholastique Mukasonga, collection Continent Noir, qui fête d'ailleurs ses 10 ans chez Gallimard. Merci à tous deux d'avoir été avec nous. Dernière séquence du 18h, les régionales. Nous poursuivons ce soir notre tour de France des élections à 2 semaines du scrutin en Ile-de-France avec l'une des principales préoccupations, les transports. Le projet de Grand Paris pourrait bouleverser la donne avec la création d'un Grand 8 autour de la capitale. C'est une affaire qui divise, qui suscite beaucoup de critiques à gauche et à droite d'ailleurs. Le reportage de Marie Brémaud. Chantier présidentiel, le Grand Paris, porté par le secrétaire d'État Christian Blanc, redessine la carte des transports de la région Île-de-France par une vaste boucle de métro automatique autour de Paris. Certaines associations de franciliens émettent de fortes réserves quant à l'utilité de ce projet pour les usagers. Aujourd'hui, les franciliens passent 1h30 dans les transports quotidiens. Il faut vraiment diminuer, si possible, autour d'1 heure, le temps de trajet moyen des franciliens. Pour cela, il faut créer, à notre avis, plusieurs rocades autour de Paris et non pas des métros qui ne relient que les pôles économiques. Orly, Saclay, La Défense, le Bourget, Roissy, voici les principaux pôles économiques qui seront reliés par ce super métro. L'enjeu pour les élus locaux est de tenter d'obtenir une gare pour leur ville ou non loin. Pavillon-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, à 10 km des portes de Paris. Principal moyen de se déplacer, c'est la Nationale 3 en bordure de ville, empruntée par plus de 60 000 véhicules par jour. Pour le maire, le projet du Grand Paris peut soulager la situation mais ne suffit pas. Au Pavillon-sous-Bois, il n'y a pas de gare sur le projet de Christian Blanc. Il y aura une gare ou à Clichy ou à Montfermeil, c'est ce qui est annoncé. Mais pour aller à Clichy ou Montfermeil, à partir d'ici, l'entrée de Pavillon-sous-Bois, il y a une demi-heure de transport en commun. Donc vous voyez bien que
il faut mailler ces transports et faire en sorte qu'on puisse accéder à l'un à partir de l'autre. Comment relier les 1200 communes de la région sans laisser personne de côté? La tâche est ardue, voire impossible. Le Val d'Oise est le grand perdant de ce projet. Aujourd'hui, la problématique elle est la suivante, c'est qu'on a un bassin d'habitat de 200 000 habitants et on a un bassin d'emploi qui est celui de Roissy, où il y a 100 000 emplois. On a juste oublié une chose, c'est de faire la liaison entre le bassin d'habitat et le bassin d'emploi. Villiers-le-Bel se trouve à 8 km de Roissy et pourtant, il faut obligatoirement repasser par le centre de Paris pour s'y rendre, soit une bonne heure de transport. À l'heure actuelle, le maillage des transports en Île-de-France paraît encore bien loin. Voilà, l'info continue dans un instant. Europe Hebdo avec Dominique Baudis. Bonsoir à tous.